Vooraleer we met onze werkzaamheden verder gaan en ten behoeve van de dames en heren van de pers, wil ik u wel mededelen dat in de vergadering die we hebben gehad met vader Lambrechts en met zijn raadsman meester Verkraaien, bij gesloten deuren er een aantal zaken zijn die toch moeten medegedeeld worden en openbaar worden gemaakt, in afspraak overigens met vader Lambrechts. Het eerste is dat de onrustwekkende verdwijning naar zijn oordeel in den beginne klaarblijkelijk niet ernstig is genomen geweest. En dat hij de indruk heeft dat gedurende de eerste 10 dagen in zijn ogen er niet zoveel gebeurd is. Hij had voor het overige, dat is een tweede vaststelling, geen schrijnende kritiek op de werking van het parket de Brugge. Il y avait des critiques sur le fonctionnement du parquet à Bruges et il a dit qu'il était satisfait de la coopération qu'il avait pu avoir avec M. Van Tighem. Par ailleurs, il a communiqué qu'il avait été choqué par la manière dont le parquet était passé par la presse pour communiquer que les jeunes filles pourraient être retrouvées rapidement et pourraient encore se trouver en vie. Il faut dire que ça a vraiment été un choc avec l'information qu'il a reçue par la suite. M. Lambrechts et son avocat disposent d'une partie du dossier pénal, de la partie qui a trait à l'enquête à Bruges. Cela a été demandé au procureur général sur conseil du procureur Bourlet à Liège. On a demandé à Liège et un prix élevé a dû être payé pour recevoir cette partie de l'enquête préliminaire, 37 100 francs belges. Et bien entendu, toutes les pièces n'étaient pas disponibles dans la langue maternelle de M. Lambrechts. Par ailleurs, M. Lambrechts nous a communiqué qu'il y a eu des perturbations entre les services de police. Il nous a signalé que cette communication entre services de police devrait être améliorée. Voilà ce que nous pouvons vous communiquer. Vous comprendrez que les autres informations qui nous ont été données sont soumises à l'obligation de confidentialité, à notre devoir de réserve imposé par la législation. Au nom de mes collègues et en mon nom propre, je tiens avant toute chose de vous souhaiter la bienvenue ici dans notre Parlement. Vous devez donc dans notre Parlement, vous sentir à l'aise et surtout totalement libre. Voilà la première chose que je tenais à vous dire. Je voulais également vous remercier de votre présence parmi nous, votre courage, votre dignité, votre besoin viscéral de justice pour Lubna, mais aussi pour tous les enfants en vie, vous honore et honore notre pays. Votre témoignage parmi nous aidera sûrement dans l'accomplissement de notre tâche, car sachez-le bien, nous aussi, nous nous interrogeons sur ce qui s'est passé. Nous aussi sommes soucieux de rétablir la confiance de tous dans l'État de droit et de ses institutions. Votre témoignage, vos remarques, vos critiques peuvent avoir une signification profonde et nous aider à mieux appréhender les attentes de notre temps et de tenter d'y répondre par la loi. Voilà ce que je tenais à vous dire avant d'entamer les travaux et comme convenu, je donne la parole à votre avocat, maître Arnouds, pour une introduction, si j'ai bien compris, générale de sa part. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite vous remercier au nom de mes clients
vous-même ainsi que les membres du Parlement qui ont donc tenu à commencer rapidement ces travaux de l'enquête sur l'enquête, il est clair que mes clients attachent une importance très grande à ces travaux dans la mesure où, bien évidemment, ils ne suspectent pas l'entièreté du système judiciaire. Ils sont conscients du fait que beaucoup de gens, la plupart des gens, effectuent leur travail avec dévouement, avec compétence et surtout, malheureusement, dans des circonstances et avec des moyens parfois difficiles et insuffisants. C'est pourquoi mes clients sont évidemment pressés que la lumière soit faite sur la manière dont s'est déroulée l'enquête et en particulier les responsabilités qui sont à l'origine, je dirais, des manquements extrêmement graves à notre estime dans le cadre de cette enquête menée en 1992. C'est précisément en quelque sorte pour faire la séparation entre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et donc réhabiliter quelque part les personnes qui ne doivent pas être touchées par, je dirais, les critiques généralisées qui fusent pour le moment. Je commencerai par dire que nous avons, en accord avec Monsieur le Président, prévu de nous exprimer en deux temps. Aujourd'hui, nous nous limiterons à un exposé plus général de ma part sur, je dirais, les grands traits et les grandes caractéristiques, en quelque sorte, malheureusement, dans une certaine mesure négative, de l'enquête menée en 1992 suite à la disparition de la petite Lubna. Dans un second temps, nous pourrons aller plus loin et discuter des circonstances concrètes et des devoirs concrets accomplis dans le cadre de l'enquête, puisque j'ai eu accès au dossier de l'information. Mais nous ne souhaitons pas effectuer cette analyse en séance publique. Nous demandons donc le huis clos et cela se fera vraisemblablement ultérieurement dans la mesure où nous souhaiterions pouvoir préparer cette séance avec un peu plus de recul que ce n'est le cas actuellement. Pour commencer, je commencerai par dire que le dossier de la disparition, de l'enlèvement de Lubna Ben Aïssa est à la fois très semblable et très différent des autres dossiers dont vous avez eu à connaître jusqu'ici. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, on peut, je dirais, lancer en quelque sorte cette fleur aux enquêteurs de terrain. Ils ont, je dirais même s'il y a eu quelques couacs quand même, ils ont commencé très rapidement à effectuer leur travail. Ils ont effectué des signalements ou les signalements qui s'imposaient. Évidemment, ils ont effectué cela dans l'esprit de l'époque qui n'attachait pas une importance aussi grande aux aspects éventuellement particuliers de ce type de disparition, mais ils ont, on peut le dire, commencé leur travail avec une certaine célérité. Deuxième caractéristique qui est un peu différente des autres dossiers, c'est que on ne peut parler, en l'occurrence, d'une guerre des polices ou de concurrence entre services d'enquête qui seraient à l'origine, je dirais, de manquements, à l'origine de dysfonctionnements, à l'origine de problèmes de communication entre enquêteurs et qui donc seraient indirectement à l'origine, je dirais, d'une difficulté à accéder à la vérité. Ce n'est pas ce que nous avons observé dans le cadre de ce dossier, même si, et ça mes clients pourront vous en entretenir, à un certain moment cette concurrence a affleuré. Enfin, évidemment, mes clients sont conscients également du fait que pour l'appréciation de ce qui s'est passé en 1992 suite à l'enlèvement, à la disparition le 5 août de la petite Lubna, il convient évidemment de relire ces événements en s'efforçant aussi, en tout cas pour les enquêteurs et aussi pour le parquet, en s'efforçant aussi de se remettre dans l'esprit de l'époque qui n'est évidemment pas l'esprit que nous connaissons tous suite aux révélations et aux découvertes macabres et effroyables de ces 2 derniers mois. Mais, et c'est cela évidemment qui font notre inquiétude dans le cadre de ce dossier, mais malgré cela, malgré qu'il ne faut pas, je dirais, relire le passé en accordant une place trop importante au présent, malgré cela, les manquements de 1992 sont inexplicables, sont même effroyable compte tenu évidemment de l'enjeu, c'est-à-dire la vie d'un enfant. Alors quels sont les problèmes
que l'on peut énumérer dans le cadre de l'enquête qui a été menée donc essentiellement pendant les 2 à 3 mois qui ont suivi l'enlèvement. Je me limiterai donc, comme je vous l'ai annoncé, à des considérations relativement générales et nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre d'une autre séance de manière plus détaillée. J'énumérerai donc un certain nombre d'éléments qui, vous le verrez, pris isolément, pourraient passer pour des manquements, des négligences graves, des négligences inexplicables peut-être. Le problème, et j'y reviendrai, c'est que lorsque l'on considère ces manquements de manière globale, lorsque l'on les considère comme faisant partie d'un tout, c'est là que, je dirais que la raison s'étonne de telle manière qu'on commence à craindre ou à suspecter, je dirais, d'autres choses plus graves que des négligences. Donc, quelles sont ces lacunes de l'information? Je dis bien l'information parce qu'il n'y aura jamais de juge d'instruction désigné à Bruxelles. Je les énumère de manière générale. Sur base de déclarations de 2 témoins, une personne est appréhendée très rapidement après l'enlèvement. Cette personne présente successivement 3 versions différentes de son emploi du temps, dont la dernière repose sur un alibi qui ne confirme pas ses dires et refuse d'être confronté au principal suspect. En fait, il lui a évidemment fallu confronter ces gens, mais cette confrontation ne pourra jamais avoir lieu parce que l'alibi refuse précisément la confrontation. Or, vous le savez autant que moi, il faut un juge d'instruction pour donner une mesure de contrainte qui permettrait précisément aux personnes d'être confrontées en quelque sorte de force. Donc peu après, ce suspect est relâché sans être autrement inquiété. Bon, il a été interrogé de manière assez intensive malgré tout. Sa voiture a fait l'objet d'une analyse par le laboratoire de la police judiciaire, et cela, on y reviendra. J'ajouterai simplement que la personne en question, bon, il en a été abondamment question dans la presse, est un ex-informateur de l'ACI, l'administration de l'information criminelle. Donc c'est un informateur de police en quelque sorte. Je me permets de relever cet élément dans la mesure où c'est quelque chose qui apparaît à d'autres moments également dans le dossier. Un ex-informateur qui a été entre-temps placé sur la liste noire, paraît-il, mais qui avait néanmoins continué à être utilisé donc jusqu'en 1996 par un membre de la police judiciaire qui a été inquiété entre-temps, semble-t-il, pour d'autres affaires. Deuxième élément, bon, le véhicule de ce suspect a fait l'objet d'analyses en laboratoire et des microtraces des fibres, des cheveux, des traces de sang ont été recueillies à cette occasion. Alors la première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est que lorsqu'on recueille des microtraces, on est censé en faire quelque chose, les analyser. Eh bien, cette analyse n'a jamais été effectuée. Ces microtraces ont reposé dans un sac en plastique au greffe depuis donc 1992 et jamais ordre n'a été donné par le parquet d'effectuer l'analyse pour vérifier évidemment dans quelle mesure il y aurait un lien entre ces traces et la petite Lubna. Autre élément encore, les chiens pisteurs. Évidemment, je dois vous rappeler les circonstances concrètes de cet enlèvement qui s'est déroulé aux alentours de midi, donc en plein jour, dans une rue qui pouvait être déserte à cette occasion-là, mais enfin bon, qui n'est pas un quartier absolument inhabité. Il eût été logique, nous semble-t-il, qu'au plus vite des chiens pisteurs soient mis en présence des lieux où la petite devait passer afin de vérifier dans quelle mesure elle aurait été entraînée dans l'un ou l'autre immeuble, parce qu'il y a pas mal d'immeubles abandonnés dans le quartier, etc. En fait, les chiens pisteurs seront demandés plus d'une semaine après l'enlèvement, et c'est plus de 2 semaines après cette demande qu'on répondra que les chiens pisteurs n'ont pu être obtenus parce que leur maître était en vacances. Autre chose, des enquêtes de voisinage ont été effectuées de manière, semble-t-il, diligente par la police d'Ixelles, par la police judiciaire par la suite. Ils ont vérifié
un ensemble d'endroits. Ils ont essayé de pénétrer dans les maisons qui étaient abandonnées, donc qui étaient ouvertes à tout vent. Ils ont vérifié les taillis, les parcs, etc. Le seul problème, c'est que, dans la mesure, évidemment, il n'y avait pas de juge d'instruction, encore une fois, ils n'ont pu, évidemment, effectuer de vérifications systématiques, et en particulier, ils n'ont pu avoir accès aux maisons qui, bien qu'étant manifestement à l'état d'abandon, n'étaient pas ouvertes. Autre chose également, c'est qu'à propos de l'enquête de voisinage, il est clair que des gens ont été interrogés, mais il n'y a pas de compte-rendu détaillé de ces interrogatoires, ou en tout cas ils ont été absolument négatifs, semble-t-il, ce qui semble parfois en contradiction avec le fait que des gens qui habitaient dans l'environnement immédiat, je dirais, des lieux du drame, sont venus par la suite, et parfois quelques jours après, avec des indications intéressantes. Donc on se pose évidemment la question, est-ce que cette enquête de voisinage a été menée correctement? En particulier, une personne avait entendu des cris d'enfants à l'heure dite, cris d'enfants pouvant provenir de l'endroit de l'enlèvement, et apparemment, aucune enquête de voisinage sérieuse n'a été effectuée quant à ces cris, puisque bon, je vous rappelle que théoriquement, il y a un ensemble de personnes qui se situaient dans le champ de vision, ou qui en tout cas pouvaient voir, je dirais, le lieu de l'enlèvement à l'heure dite, évidemment. Enfin, différents témoignages ont mené à des personnes déterminées. Ces personnes ont été mises de cause, en général sans autre vérification qu'un bref interrogatoire. Je veux dire, bon, il y a des témoignages qui sont arrivés du style des personnes qui avaient remarqué qu'une petite fille avait été entraînée dans une voiture de tel type, de telle marque, etc. Donc, avec diligence, encore une fois, les enquêteurs ont recherché quels étaient les propriétaires de ces voitures qui pouvaient avoir une plaque qui s'approchait des déclarations des témoins, mais on se limitait chaque fois, encore une fois, à un simple interrogatoire, je dirais une simple conversation, à la suite de quoi on abandonnait la piste. Donc là, encore une fois, peut-être que cela ne mène à rien, mais il nous semble que la gravité du cas justifiait des enquêtes plus approfondies. Je dirais par ailleurs qu'il y a, mais là je ne puis m'exprimer plus avant là-dessus à ce stade, notamment un témoignage qui est parvenu en 1992 et qui, je dirais par un de ces éléments, présenterait peut-être une connexion avec un des principaux protagonistes, je dirais, de l'affaire du trou. Et aucune vérification approfondie n'a été effectuée quant à ce témoignage qui pourtant semblait extrêmement intéressant dans la mesure où, je dirais, des éléments peut-être pas concrets étaient apportés, mais on pouvait soupçonner, en tout cas c'est ce qu'on conclut à la lecture postérieure évidemment de ce témoignage, on pouvait soupçonner que cette personne en savait plus long qu'elle ne le disait et on n'aurait pas dû, comme les enquêteurs l'ont fait à l'époque, conclure après un bref entretien qui, semble-t-il, n'aura pas dû durer plus de 10 minutes, que la personne n'avait pas toute sa santé mentale. Même si ultérieurement il apparaît qu'elle avait des problèmes psychologiques, il n'empêche que certains liens avec l'affaire actuelle permettent de penser que cette personne possédait ou possède des éléments d'importance. Il faut également souligner que, encore une fois, très rapidement, les enquêteurs ont vérifié, par le biais de recherches informatiques, quelles étaient les personnes du voisinage qui avaient eu des problèmes de mœurs par le passé, qui avaient eu des condamnations, évidemment. Ces personnes ont été interrogées. Parfois, elles ont autorisé une visite domiciliaire, c'est-à-dire donc librement consentie dans leur habitation, mais on s'est véritablement borné à cela. Autrement dit, on les a crus sur parole, on a constaté que leur véhicule ne correspondait pas au véhicule qui était cité par d'autres témoins et on les a laissés en paix pour le surplus. Là encore une fois, il semblait tout de même indispensable d'aller un peu plus loin. Enfin, de manière générale, et bon, il est tout à fait clair que c'est quelque chose qui nous semble, au même titre que les analyses non effectuées, absolument incompréhensible, même à l'égard des suspects, je dirais, crédibles déjà à l'époque, aucune mesure de perquisition n'a pu être prise. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de juge d'instruction, encore une fois, qu'une perquisition c'est une mesure de contrainte. Alors que
même à la lecture du dossier de l'époque, il apparaissait clairement qu'une perquisition faite immédiatement, donc dans un délai rapide, avec des chiens pisteurs dans les domiciles des personnes qui étaient inquiétées ou qui, en raison d'éléments objectifs, pouvaient, je dirais, être suspectées de quelque chose, qu'une telle perquisition eût été évidemment d'un grand profit. Il est clair que ce n'est pas maintenant, après 4 ans, que ce type de mesure de contrainte, maintenant que nous avons un juge d'instruction, peut porter ses fruits. Autre chose encore, bon, il y avait une autre piste qui a été évoquée à l'époque, qui était la piste du trafic d'organes. Pourquoi? Parce que les rumeurs dans le quartier indiquaient dans cette direction, donc rumeurs recueillies auprès de patrons de café, auprès de la population, etc. Encore une fois, bon, cette piste n'a pas été approfondie. La seule manière de l'approfondir, il est vrai, eût été, encore une fois, de parcourir le quartier et les maisons abandonnées, etc., avec des chiens pisteurs, puisque justement la rumeur voulait que le cadavre de l'enfant se soit laissé abandonné quelque part dans une maison des environs. Je conclurai en évoquant 2 éléments qui donc effectivement semblent troublants dans le cadre, je dirais, de cette enquête, donc qui, je le rappelle, a terminé pour ce qui est de sa phase, s'est terminé pour ce qui est de sa phase intensive, disons vers la mi-novembre. C'est qu'aucun juge d'instruction n'a été désigné. Et là, je me permets de m'en étonner avec une insistance qui ne découle pas uniquement d'une lecture du dossier et des éléments que je viens de vous apporter, mais qui découle également du fait que dans un article du 17 septembre 1996, des enquêteurs de Bruxelles ont confié à la presse qu'ils avaient demandé un juge d'instruction, qu'ils avaient fait part de la nécessité d'effectuer des mesures de contrainte, donc notamment celles que j'ai évoquées tout à l'heure, les perquisitions ainsi que les confrontations, et que cela leur a été refusé. Alors, je peux vous dire que c'est avec effarement que l'on découvre cela à la lecture du dossier et en constatant les devoirs qui auraient dû être effectués dans ce cadre. Pourquoi a-t-on refusé un juge d'instruction qui aurait pu se limiter, je dirais, à ordonner certains devoirs qui ne présentaient pas une difficulté particulière ni un caractère exceptionnel qui eût justifié justement le refus d'un juge d'instruction dans ce cadre. Deuxième chose, et c'est encore une fois sur le plan de la technique juridique, si vous me permettez l'expression, liée à la précédente, et ça je crois que vous pourrez interroger mes clients à ce propos, pendant toute la durée de l'enquête, depuis ses débuts, jusqu'en août 1996, à chaque fois lorsque mes clients ont demandé aux enquêteurs, c'est-à-dire à l'enquêteur en fait qui était leur interlocuteur au sein de la PJ de Bruxelles, s'ils devaient prendre un avocat ou s'ils devaient entreprendre une autre démarche de ce type pour assurer la défense de leurs intérêts, on leur a dit non ou on les a découragés de le faire. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il me semble que d'une part, sur le plan de la technique juridique justement, l'avocat aurait lui très vite pu mettre le doigt sur ce qui pouvait être fait. Il pouvait d'ailleurs, par ailleurs, se constituer partie civile et donc provoquer, par exemple, même si le parquet était réticent, la saisine d'un juge d'instruction. Il aurait pu faire tout cela, il aurait pu défendre tout simplement les droits les plus élémentaires de mes clients. Cela n'a pas pu être fait et on les a découragés de le faire. Ceci me semble être un élément fondamental. Fondamental aussi dans la perspective, évidemment, des réformes législatives qui apparemment vont être entreprises de manière rapide, puisqu'il me semble que, au vu de ce qui s'est passé en 1992, peut-être devrait-on prévoir qu'un avocat soit commis d'office, ou qu'en tout cas une procédure soit instituée par laquelle les personnes qui sont victimes de ce type de problèmes graves soient automatiquement averties du fait qu'il est nécessaire de prendre un conseil. Et je dirais que dans le cas de mes clients, c'était particulièrement nécessaire parce que, évidemment, et comme vous le savez, Nabila joue actuellement le rôle de porte-parole de sa famille. Elle traduit également, mais il faut vous rappeler qu'il y a 4 ans,
Nabila avait 14 ans, que son père ne maîtrisait pas le français, il le maîtrise un petit peu maintenant, mais à l'époque vraiment très peu, et que donc il devait sauter aux yeux de tout quiconque entrait en contact avec ces gens, qu'il n'était pas capable de comprendre ce qui leur était dit, en tout cas pas capable d'en comprendre toutes les conséquences, et surtout pas capable d'en tirer les conséquences au niveau de la défense de leurs propres intérêts. Et c'est aussi à la lumière de cet élément-là qu'il faut voir le découragement, le conseil ou le fait de les avoir dissuadés en quelque sorte de prendre un conseil. Un dernier élément encore en rapport avec cette enquête, bon, ça, il appartiendra encore une fois à la commission de se prononcer sur le sujet. J'ai personnellement, je ne connaissais pas la famille Benaïssa à l'époque, j'ai envoyé un courrier au parquet de Bruxelles qui contenait un témoignage qui était apparu donc en août 1995 suite à la disparition de Julie et Mélissa. Et cette personne, qui était en fait un de mes clients, souhaitait garder l'anonymat parce qu'il habite dans l'environnement immédiat à la fois de la famille Benaïssa et de la personne visée par son témoignage. J'avais donc envoyé un courrier d'avocat au parquet de Bruxelles sous l'intitulé Julie et Mélissa, mais qui parlait également de la disparition de Lubna, puisque c'était en réalité une relation entre les deux affaires et des éléments qui avaient été révélés dans la presse à propos des deux affaires qui avaient conduit mon client à présenter son témoignage. Il apparaît maintenant que ma lettre ne figurait ni dans le dossier Benaïssa et, d'après ce que j'ai entendu de mes confrères, ne figurerait pas dans le dossier Julie et Mélissa. Je livre cette information à votre appréciation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être un simple... La lettre a simplement été égarée, peut-être, mais en tout cas, elle ne figure ni dans l'un ni dans l'autre des dossiers qu'elle concernait. Et je précise, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des relations que l'on peut qualifier d'étranges avec, je dirais, des éléments, entre guillemets, policiers, ou en tout cas parapoliciers, puisqu'il s'agit plutôt apparemment d'informateurs, c'est que ce témoignage portait en réalité sur une personne qui apparemment, du moins c'est ainsi qu'on pourrait interpréter les faits, effectuer des repérages dans l'environnement immédiat du domicile de mes clients, ceci en 1992 et quelques jours avant l'enlèvement, et que cette personne déclarait être policier. Et lorsqu'il lui était demandé si il pouvait justifier de sa qualité de policier au moyen d'un document quelconque, il était dans l'incapacité de le faire. Voilà. Voilà pour ce qui est donc, je dirais, du déroulement concret de l'enquête en 1992, dont je rappelle qu'elle se déroule, je dirais, grosso modo à partir du 6 août et qu'elle se termine vers la mi-novembre, un devoir ayant encore été effectué dans le courant de l'année 1994 sur base des dires d'un radiesthésiste. Je tiens à préciser à cet égard tout de même que, manifestement, comme je l'ai déjà dit, un certain nombre d'hommes de terrain ont effectué leur travail manifestement avec une certaine motivation, une certaine diligence. Mais ce qui frappe évidemment, c'est que les éléments qui ont été recueillis à cette occasion, et en particulier certains éléments relatifs au suspect principal, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le futur, n'ont pas été approfondis, et ce d'une manière tout à fait incompréhensible. Comme je vous le disais donc au début de ce petit exposé, il y a donc une multiplication d'omissions qui peuvent et qui apparaissent, à mon avis, comme tout à fait inexplicables sur le plan, pas seulement, je dirais, du travail policier tel qu'on peut le concevoir comme étant spécialisé, mais même sur le plan de la bonne logique, du bon sens. Alors, comme je vous le disais, pris isolément, on pourrait parler de négligence grave, peut-être dans certains cas de négligence impardonnable, mais mes clients ne peuvent s'empêcher de penser, lorsqu'ils constatent l'ensemble de ces éléments et le climat qui entourait, je dirais, l'enquête à leur égard, mais là je leur laisserai la parole dans un instant pour expliquer la manière dont la police a traité, je dirais, ce dossier à l'égard des parents. Donc, l'ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble font de mes clients à craindre qu'il y ait eu plus que des négligences et qu'il y ait eu
une volonté délibérée de ne pas aller plus loin, de ne pas rechercher la vérité. Donc, à titre de conclusion générale, je dirais encore avec énergie que mes clients ne remettent pas ou n'accusent pas l'entièreté des personnes qui ont traité ce dossier. Mes clients ne mettent pas en cause l'entièreté du système judiciaire. Mes clients font une confiance de principe au système judiciaire, aux institutions démocratiques, et je crois que cette commission en est un excellent exemple. Mais elle souhaite que la clarté soit faite, parce qu'il est vrai que tant que les équivoques ne sont pas levés, tant que les responsabilités ne sont pas dégagées, il n'est pas possible, évidemment, de savoir quels sont nos interlocuteurs, qui, éventuellement, a voulu, je dirais, obstruer le cours de la justice. Et ce que demandent mes clients, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, en quelque sorte, afin qu'ils puissent justement recouvrer cette confiance qu'au départ, ils ont et qu'ils souhaitent conserver. Et j'ajouterai à cela que, et là encore, c'est dans la perspective, je dirais, du travail parlementaire, mais aussi du travail de l'exécutif, c'est qu'une autre analyse que l'on pourrait effectuer sur base du dossier, c'est de se demander, mais comment est-ce possible, finalement, que même qu'il y ait eu volonté délibérée ou qu'il y ait eu négligence grave, comment est-ce possible que cela se soit produit sans qu'il y ait un contrôle? Autrement dit, bon, il ne faut pas oublier qu'une enquête, ce sont une série d'enquêteurs. Il y a beaucoup de monde au parquet de Bruxelles. Donc comment cela s'est-il produit? Et notre sentiment est aussi de dire, et ça c'est au crédit, je dirais, de la magistrature, que la manière et les moyens avec lesquels ils sont contraints de fonctionner, à notre avis, ne permet pas une efficacité suffisante que pour permettre ce contrôle mutuel qui a cours dans toute bonne société, dans toute société qui fonctionne correctement. Tout simplement parce qu'effectivement, on est dans un système où les lacunes ou les dysfonctionnements sont relativement fréquents, sont souvent occasionnés par un manque de moyens qui est criant. Et de ce fait, je crois qu'il y a aussi une responsabilité politique qui consiste à ne pas accorder à la justice les moyens qui lui permettraient, en fonctionnant efficacement, qui lui permettrait d'instaurer ou qu'existe de fait un contrôle mutuel qui exclut ce type de dérapage voulu ou, je dirais, le fruit du hasard. Enfin, je conclurai cet exposé, Monsieur le Président, en évoquant un certain nombre de demandes de notre part, de suggestions également. Je ne m'étendrai pas évidemment sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, à notre avis, la nécessité que les victimes dans ce type d'affaires soient mises en contact immédiatement avec un avocat lorsqu'elles n'en ont pas. Je ne reviendrai pas non plus sur toute la problématique de l'accès au dossier, qui est évidemment une modalité importante de contrôle tel que je viens de l'évoquer, tout en soulevant évidemment les problèmes que ça peut poser au niveau de la protection de la vie privée, etc. Ça, je crois que c'est le Parlement qui est compétent pour examiner ces questions de manière approfondie afin de respecter, je dirais, les droits de tous. Mais sur le plan concret, nous aurions souhaité, Monsieur le Président, et dans la mesure où cela ne remettrait pas en question, cela ne menacerait pas la recherche effective et la sanction effective des manquements effectués dans le cadre des enquêtes, nous aurions souhaité également connaître les rapports sur lesquels vous baserez notamment votre réflexion, donc les rapports du procureur général Velu, du procureur Tilly, du comité P, enfin tous les rapports qui ont été évoqués dans la presse, et je dirais évoqués en indiquant qu'effectivement la presse en a eu connaissance et que finalement les parties civiles, encore une fois, sont les seuls à ne pas en avoir connaissance. J'insiste bien sur le fait que cela doit être mûrement pesé eu égard à la poursuite de la procédure contre les responsables éventuels de manquement. Et donc là, nous attendons évidemment les avis juridiques des personnes compétentes. La deuxième chose, c'est que nous souhaiterions également, et nous nous joignons en cela aux souhaits exprimés par les autres parties civiles, nous souhaiterions également obtenir une copie du dossier gratuite
je souligne tout de même que, et c'est ça qui nous a évidemment inquiété également le plus, surtout maintenant a posteriori, c'est que notre dossier présente manifestement des liens de connexité avec le dossier Dutroux, le dossier Nioul. C'est un dossier qui est très volumineux, puisque on a parlé dans la presse de 9000 pages. Bon, ça c'est le dossier Julie et Mélissa de Liège. Il semblerait que le dossier actuel fasse environ 70 000 pages, à 30 francs la page. Je vous laisse faire le calcul. Donc, il nous semble essentiel, afin de pouvoir, je dirais, bénéficier des droits de la défense de manière équitable et non discriminatoire sur le plan financier, que nous obtenions une copie intégrale et gratuite de ce dossier en temps utile. Enfin, sur le plan de la poursuite de la procédure devant cette commission, Monsieur le Président, j'émets la suggestion. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne souhaitions pas nous étendre concrètement. Nous ne souhaitons pas désigner des gens nommément dans le cadre d'une séance publique parce que nous ne sommes pas leurs juges. C'est vous qui serez amenés précisément à porter un jugement là-dessus. Nous ne souhaitons pas, autrement dit, évoquer des personnes qui seraient ainsi soumises à la vindicte publique. Et donc nous demandons d'être réentendus quand vous en aurez la possibilité à huis clos pour pouvoir développer certaines choses. Nous demandons également l'audition à cette occasion d'un enquêteur qui travaille actuellement sur le dossier et qui, sur le plan de la technique policière, serait à notre avis à même de vous éclairer mieux que nous ne pourrions le faire sur certains aspects de l'enquête menée en 1992 et surtout pour apprécier a posteriori l'importance de certains éléments qui ont été négligés. Et enfin, je me permets de suggérer qu'effectivement, pour dégager les responsabilités, un moyen simple serait évidemment d'entendre les personnes qui ont traité le dossier sous serment, puisque certaines de ces personnes, manifestement, ont déjà osé faire état devant la presse, je dirais, des dysfonctionnements ou en tout cas des faits qui se sont déroulés en 1992. Et cela pourrait donc constituer un élément appréciable, en tout cas plus appréciable que les éléments que nous pouvons apporter et qui résultent d'une lecture logique du dossier. Voilà, je conclurai mon exposé ici et je suppose à présent que la famille pourra s'exprimer sur la manière dont elle a vécu concrètement, je dirais, les événements et Peut-être avant de rendre la parole à mademoiselle Benaïssa, vous avez parlé, maître Arnaud, d'une lettre que vous avez envoyée au parquet à Bruxelles et qui est irrétrouvable dans votre dossier ni dans le dossier Julie et Mélissa. Je crois qu'il serait utile qu'une copie de cette lettre soit envoyée à la commission. Je sais que c'est une lettre à titre très très confidentiel, ce n'est pas pour la traiter, mais pour avoir une copie et pour pouvoir contrôler si dans un des deux dossiers on retrouve cette lettre, qui semble quand même d'une responsabilité assez grande pour avoir une lumière claire dans l'affaire. Donc en ce qui concerne cela, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que concernant les rapports, lundi prochain, notre commission prendra une décision et que, en ce qui concerne le huis clos, il me semble, d'après ce que j'ai compris de votre part, que c'est assez urgent. De ce fait, je proposerais que mardi après-midi, on se verrait à huis clos avec l'enquêteur en question dont vous m'avez donné le nom. Ceci pour avoir une clartitude dans l'affaire assez rapidement. Mademoiselle Benaïssa, je vous rends la parole. Je voudrais commencer par attirer votre attention sur un fait qui, moi, me semble important et qui me choque. C'est que lorsque nous nous rendions chez l'enquêteur chargé de l'affaire, nous entendions souvent et à chaque reprise une phrase qui est la suivante: nous avons tout fait. Inévitablement, nous arrivons un jour au pied du mur dans toute enquête et nous attendons des éléments nouveaux. Moi, je dirais tout simplement que c'est un mensonge parce qu'aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a différentes pistes, différents éléments
qui, bon, actuellement, on ne sait pas s'ils vont donner quelque chose ou ils auraient pu donner quelque chose, mais qui n'ont pas été poursuivis, je vais dire, jusqu'au bout. Donc pour moi, cet enquêteur m'a tout simplement menti, ce que je trouve tout à fait choquant. Ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais attirer votre attention. Si vous voulez bien, je voudrais revenir sur les premiers moments, les premiers instants après la disparition de ma sœur Loubna. Et je vais vous dire, excusez-moi, je perds mes mots. Oui, voilà. Donc, au premier moment, au premier instant, après la disparition de ma sœur Loubna, on se rend à la police pour faire des déclarations. Première chose que nous constatons, nous devons attendre plus d'une demi-heure. Nous devons faire la file, attendre notre tour, comme si nous avions perdu notre portefeuille. Ce qui est quand même, je crois, grave. Et qui sera peut-être une des premières choses à changer. Point de vue de l'enquête proprement dit, ou des premiers jours de l'enquête, il est vrai que la police a fait certains devoirs assez rapidement, qu'elle a fait certaines vérifications. C'est pour cela que nous ne voulons pas dire que tout est noir, que tout est mauvais, que tout le monde est à abattre. Et c'est pour cela que nous voulons que des responsabilités soient établies pour qu'on ait finalement, je veux dire, la conscience tranquille et qu'on puisse avoir de nouveau confiance. Je dois vous avouer que je suis un peu perdue. Je préférais que vous me posiez des questions. On va vous aider. Mes chers collègues, qui demandent la parole. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, du Parti socialiste. Ça fonctionne? Ça doit fonctionner. Oui, bien. Monsieur Moreau, à la parole. Voici, j'ai entendu de l'exposé de Maître Arnaud que, à un moment donné, des enquêteurs auraient sollicité du parquet du procureur du roi, j'imagine, la désignation d'un juge d'instruction. Je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que dans ce dossier, l'absence de désignation d'un juge d'instruction reste à la fois un problème majeur et quelque chose de, pour moi en tout cas, tout à fait inexplicable. Mais donc, les enquêteurs eux-mêmes auraient, à un moment donné, estimé qu'il fallait désigner un juge d'instruction et, nous avez-vous dit, auraient essuyé un refus. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les enquêteurs, quels enquêteurs ont fait cette demande, à quel moment, et à qui se sont-ils adressés, et pouvez-vous nous dire quelle est l'autorité qui a opposé ce refus? Est-ce qu'on peut l'identifier? Est-ce que vous savez, par exemple, qui, puisqu'il s'agissait d'une information, donc sous l'autorité du parquet, qui était en charge de ce dossier au parquet de Bruxelles? Alors ça, c'est une première question importante. La deuxième, dans les éléments que vous avez consultés, je crois que la réponse est négative, mais j'aimerais autant en avoir confirmation. Si je comprends bien, à aucun moment entre 92 et 96 n'apparaît dans le dossier de l'enlèvement de Loubna le cas du trou et les informations que dont la gendarmerie dispose depuis 93 à ce sujet. Apparemment, si j'ai bien compris, mais vous nous le confirmerez, rien n'arrive dans le dossier d'information de Bruxelles, puisque vous nous avez dit que
apparemment, on n'avait fait qu'un petit devoir en 94, si j'ai bien compris, à la suite sur une question de radiesthésiste. Dernière question, puisque nous devons poursuivre cette enquête et vous nous avez indiqué un certain nombre de demandes que vous formuliez, disposez-vous, pouvez-vous fournir à la Commission une liste des enquêteurs qui se sont occupés du cas de Lubna et pouvez-vous nous fournir cette liste pour que nous puissions éventuellement voir les personnes qui devraient être entendues? Et dernière question, puisque nous avons eu des familles de Julie et Mélissa une liste de questions, de 58 questions, est-ce que vous avez pu, vous aussi avec la famille, faire établir une liste de questions que vous posez sur les dysfonctionnements de l'enquête, ou est-ce que si cette liste n'existe pas, vous pourriez l'établir sans trop de difficultés avec la famille et nous la fournir? Voilà les différentes questions que je souhaitais poser. En ce qui concerne la troisième question que vous avez posée, j'ai demandé qu'on me fournisse les noms de tout le monde qui est intervenu dans l'affaire de Lubna Benaïssa. On va remettre cette liste entière à la famille, qu'elle peut contrôler si elle est complète et exacte. Et s'il y a des dysfonctionnements qui sont rattachés à des personnes, je vous demanderai de nous les indiquer. Mais il serait mieux que maintenant vous répondiez immédiatement à chaque question qui est posée, sinon ce sera difficile de rester cohérent. Oui, donc la première question qui portait sur quelle autorité était en charge du dossier en 1992, bon, je crois que c'est précisément ce genre d'éléments nominatifs que nous souhaiterions vous communiquer en huis clos. Ceci dit, je peux donc vous confirmer que l'élément que j'ai invoqué tout à l'heure, à savoir le fait que les enquêteurs étaient demandeurs d'un juge d'instruction, tout simplement parce qu'il leur apparaissait nécessaire que des mesures de contrainte soient ordonnées. Bon, c'est un article qui est apparu dans le Laatste Nieuws du 17 septembre 1996, et ce sont aussi des choses qui m'ont été dites lors de mon premier et à vrai dire unique contact au parquet de Bruxelles par des enquêteurs qui m'ont fait comprendre à mot couvert que finalement l'enquête qui avait été effectuée l'avait été de propre initiative et que ce qui s'en est, en tout cas pour une large part, entendons-nous, parce qu'il y a les substituts qui se sont chargés du dossier ont quand même ordonné des devoirs de manière régulière, mais disons qu'apparemment ce qui peut être souligné dans ce cadre-ci, c'est que au-delà de certains devoirs, l'on ne semblait pas vouloir aller. Et ça, bon, je dirais que ce sont à mon avis les personnes qui étaient en charge du dossier qui pourraient donner des éléments à ce propos parce que ces éléments, je ne les connais pas. Et donc cela ne pourrait résulter que d'une audition sous serment, à mon avis, des personnes qui ont travaillé sur le dossier pour savoir de qui ils ont eu les instructions, à qui ils ont demandé un juge d'instruction, à qui ils ont éventuellement demandé des mesures complémentaires d'enquête qui n'ont finalement pas été ordonnées, comme par exemple les analyses qui ne nécessitaient aucunement l'intervention d'un juge d'instruction, etc. Donc là, je crois que c'est plutôt aux personnes concernées, je dirais, à répondre, puisque toute notre science ne nous vient que d'une lecture, d'ailleurs assez fugitive, du dossier avant qu'il ne parte à Neuchâteau. Pour ce qui est de la deuxième question, est-ce que des éléments relatifs aux informations connues dès 1993 à propos de Marc Dutroux apparaissent dans le cadre de ce dossier? Je peux vous confirmer que non. Effectivement, aucune mention n'est faite de ces éléments. Et je dirais que ce serait difficile d'ailleurs, puisque ces éléments apparaissent en 1993, apparemment, pour la première fois dans les procès-verbaux ou dans des procès-verbaux de la gendarmerie suite à l'opération Othello et Décime. Or, les faits sont déroulés en 92 et justement le problème c'est qu'après 1992, c'est-à-dire en tout cas début 1993, les enquêteurs avaient manifestement tout abandonné et que donc plus rien ne se passait. Effectivement, le dossier était, je dirais, au placard. Bon, et je dirais que c'est ça qui a été en réalité la source d'une souffrance atroce, je crois que je peux le dire, pour mes clients, puisqu'il faut quand même vous imaginer que
ne comprenant déjà pas très bien la langue, comprenant encore moins finalement le système auquel ils sont confrontés à l'époque, leur fille disparaît. On leur dit qu'on mène une enquête. Quand ils vont chez les enquêteurs et qu'ils demandent des nouvelles, on leur répond « Et vous, est-ce que vous en avez ?» Et ce pendant 4 ans. Et entre-temps, leur fille a disparu, ils sont là. C'est ça qui concrètement s'est passé et c'est ça qu'ils ont véritablement vécu pendant 4 ans. Leur fille disparaît en plein jour. Et voilà. Et plus personne ne s'en soucie après 3 mois. La troisième question, la liste des enquêteurs, je crois qu'on y a répondu. Pour ce qui est de la liste des questions, bon, je dois vous dire que, pour vous donner une idée, nous n'aurions absolument pas la possibilité de poser 58 questions. Du moins, nous pourrons poser des questions techniques sur base du dossier, et ça, nous le ferons justement lors de notre prochaine audition, mais il faut savoir que le dossier fait ça. Et par conséquent, je ne peux pas vous dire qu'il y a beaucoup de questions à poser, si ce n'est justement le fait que le dossier ne fasse que cette épaisseur-là. Collègue Eerdekens. Monsieur le Président, je souhaiterais poser 2 questions à Maître Arnould et une question à Mademoiselle Benaïssa. À Maître Arnould, j'ai relevé que l'on avait, quand la famille s'inquiétait de l'évolution du dossier, signalé à celle-ci qu'il n'était pas nécessaire de prendre un avocat. Or, manifestement, s'il y avait bien en espèce des personnes qui avaient besoin d'un conseil, c'était une famille d'origine étrangère qui ne connaît pas les rouages de la justice belge. Alors, qui a pris cette responsabilité de conseiller aux parents de la petite disparue de ne pas prendre d'avocat? Si on peut le dire en séance publique de commission, ben, vous me répondrez. Si vous préférez le dire à huis clos, ben, vous prendrez vos responsabilités en la matière. Ma deuxième question à Maître Arnould concerne ce phénomène, cette question très surprenante du véhicule d'un suspect qui contient des traces de sang et des cheveux, et faute d'instruction, faute de juge d'instruction, il n'a pas été procédé à un examen de ces traces évidemment extrêmement importantes. Avez-vous connaissance à l'heure présente qu'il y aurait une exploitation probablement tardive, mais y aurait-il maintenant une exploitation de ces éléments et pensez-vous que, compte tenu de l'évolution des techniques modernes de recherche, on puisse malgré tout les exploiter? Je vous pose la question. Alors, à Mademoiselle Benaïssa, je souhaiterais simplement poser une petite question. Mademoiselle Benaïssa nous a dit que un des enquêteurs chargés de l'enquête lui avait dit « On a tout fait, on est au pied du mur, il faudra attendre des éléments nouveaux. » Et la conclusion de Mademoiselle Benaïssa était terrible, cet enquêteur a menti. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir plus et peut-être connaître le nom de cet enquêteur? Oui, Maître Arnould. Oui. Pour la première question relative donc à l'avocat, je vous dirais que mes clients n'ont vu un membre du parquet, donc un substitut du procureur, qu'une seule fois pendant ces 4 années, et que pour le surplus, ils ont eu contact simplement avec un enquêteur qui était apparemment principalement en charge du dossier. Et donc, c'est effectivement cet enquêteur qui les décourageait. Mais là, je passe dans un instant la parole à mes clients qui vous expliqueront ça concrètement. En ce qui concerne les traces relevées dans le véhicule, justement, c'est un des éléments qui ajoute encore un peu plus de trouble, puisque l'analyse de ces traces demandait certes une instruction du parquet, mais pouvait tout à fait se dérouler dans le cadre de l'information judiciaire, donc en absence de juge d'instruction. Donc l'analyse de ces microtraces, je dirais, ne nécessitait pas de mesures de contrainte, il suffisait tout simplement d'ordonner l'analyse, point final. Et je peux vous confirmer donc qu'elles sont effectivement exploitées à l'heure actuelle. Le seul problème qui semble se poser, mais ça on en a parlé je crois dans les médias récemment, c'est le fait qu'elles ont été conservées, je dirais, pas de la meilleure manière, et que par conséquent l'analyse génétique, je dirais, puisque c'est de ça qu'il s'agirait, était déjà possible, à ma connaissance, en 1992, mais actuellement en tout cas pourrait encore donner des résultats, mais disons que d'une part, ce n'est pas garanti parce que, évidemment, ces microtraces sont altérées, et d'autre part, de toute façon, vont prendre plus de temps puisqu'il s'agit en réalité, apparemment, je dirais, d'effectuer, de rechercher des éléments intacts
sur le plan génétique, et donc ça peut prendre du temps. Bon, soit il tombe dessus très vite, et ça peut prendre 2 semaines, soit ça peut prendre 3 mois. Et ça, je dirais que... Mais maintenant, je passe la parole à... Oui, mademoiselle Benaïssa. Vous en dire plus, je ne sais pas, parce que moi non plus, je n'en sais pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que cet enquêteur m'a répondu cela en février 96, très récemment. Pour ce qui est du nom de l'enquêteur, nous attendrons d'être à huis clos pour vous le révéler. Collega Van den Bossen. Monsieur Van den Bos du SP. Een paar concrete vragen, Een paar concrete vragen. Quelques questions très concrètes. Ce que nous venons d'entendre est évidemment très inquiétant, surtout au début du dossier. Le fait qu'on vous ait déconseillé de faire appel à un avocat est incroyable. Alors, le dossier, vous avez pu enfin le consulter, je pense. C'est une question, c'est un éclaircissement que je vous pose. Vous avez pu regarder le dossier maintenant. Ik kan niet, ook niet, dus ook een vraag die ik mij stel. Is het mogelijk dat de rechterlijke politie van de parketten in Brussel niet bij machten is om de taal te spreken of niemand in dienst heeft om zich verstaanbaar te maken se faire comprendre avec les victimes? Est-ce qu'il ne peut pas faire l'appel à un interprète pour se communiquer avec les victimes, même s'ils n'ont pas encore d'avocat? Est-ce que, au cours des années, puisque finalement ça remonte déjà à 4 ans, est-ce que la famille n'a pas été tenue au courant des progrès de l'enquête ou de l'absence de progrès dans cette enquête? Et puis, où se trouve ce dossier maintenant? Est-il encore à Bruxelles ou est-il enfin également à Neuchâtel? Ja, ten eerste dus ik kan u bevestigen dat ik het dossier heb geraadpleegd onmiddellijk na het uitbarsten van de Dutroux-zaak. Nous avons pu consulter le dossier après que l'affaire Dutroux est enfin éclatée. Nous avons enfin pu avoir accès à certains éléments du dossier, mais nous étions déjà tenus au courant de toute une série d'éléments en cours d'enquête, mais souvent les réponses étaient pour la plupart du temps négatives. Votre question est très bien posée. Vous nous avez dit qu'il était probablement nécessaire de s'adresser à quelqu'un au parquet et d'avoir la possibilité de se faire comprendre dans sa langue. Le parquet devrait pouvoir communiquer avec les victimes. Ça m'a l'air assez évident. C'était d'ailleurs une excellente suggestion, si vous voulez la proposer pour l'avenir. Votre troisième question? Mes clients se sont rendus compte du fait qu'ils n'étaient pas tenus au courant du fait que l'enquête pouvait continuer et en fait ne continuait pas. On a dit que l'enquête ne pouvait pas continuer. En fait, l'enquête continuait avec les rares indices dont on disposait. Ce sont deux éléments qui étaient faux, en fait, en grande partie. Merci. Monsieur Maguin, du PRLFDF. Sur 2 points de l'exposé introductif de Maître Arnold. Premièrement, vous avez fait référence à cet article du Atlas Nice où les enquêteurs disaient qu'ils avaient souhaité la désignation d'un juge d'instruction en cours d'enquête. Est-ce qu'à un moment donné, dans les relations avec la famille, ces enquêteurs ont fait part aussi de ce souhait, ou est-ce que c'est vraiment a posteriori qu'ils l'ont exprimé par l'entretien avec la presse? Et à cette question est liée la question, le problème de savoir s'il y avait qu'un seul interlocuteur parmi les enquêteurs pour la famille ou s'il y en avait d'autres à un moment donné. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est le témoignage que, si j'ai bien noté, on aurait recueilli dès 92 d'une personne dont la santé mentale aurait laissé à désirer, qui aurait fait référence à un protagoniste de l'affaire Dutroux. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait déjà là un début d'indice ou pas? J'aurais voulu que vous explicitiez davantage peut-être la référence à ce témoignage. Pour commencer par la dernière question, disons que il y aurait une connexion possible avec un protagoniste, mais ça demande en fait vérification, et c'est ce qu'à ma connaissance, les enquêteurs sont en train de vérifier. Mais ce témoignage était bien en 92. Oui, en 92, oui, en 92. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus, il ne faut pas
relire l'histoire à la lumière des éléments récents, parce qu'évidemment, ce qui nous apparaît énorme actuellement n'apparaissait pas... Avec toutes les réserves d'usage. Voilà, hein, donc ça c'est clair. Mais peut-être que mes clients pourront répondre de manière plus concrète sur la relation avec les enquêteurs, mais je dirais donc simplement ceci, c'est que mais la première réaction de mes clients récemment donc, a été de dire, mais enfin, si nous avions su qu'il y avait moyen, que d'abord, si nous avions connu l'importance du juge d'instruction, ils ne savaient pas ce que c'était peut-être à l'époque, et si nous avions été au courant de la possibilité pour nous de faire en sorte qu'un juge d'instruction soit désigné par la biais d'une constitution de partie civile, eh bien, il est évident que nous aurions effectué ces démarches. Et donc, il est clair que cela ne leur a jamais été suggéré, a fortiori, dans le cadre de leur rapport avec les enquêteurs. Et j'ajouterais donc, je crois que c'est une question qui a été posée à laquelle j'ai omis de répondre il y a un instant, c'est que nous nous sommes constitués partie civile en fait à Neuchâtel suite à l'apparition d'un article de presse en réalité, qui faisait référence à une fuite par rapport à un procès verbal qui, je dirais, évoquait un élément de connexité tout à fait direct avec l'affaire du trou. Et que donc, notre dossier est actuellement effectivement à Neuchâtel et l'enquête est donc dirigée depuis Neuchâtel. Mademoiselle Benaïssa, si vous voulez ajouter quelque chose. Je voudrais juste revenir un instant sur la question de monsieur. Pour ce qui est de la langue, je voudrais juste signaler que mon père pouvait être parfaitement compris et parfaitement comprendre, vu qu'il était toujours accompagné d'une personne. Donc on ne pourrait pas dire qu'on ne l'a pas compris ou qu'il n'a pas compris ce qu'on lui disait. Ce que, éventuellement, il est à souligner, c'est qu'il n'a peut-être pas mesuré l'importance de ce qu'on lui disait. Il faut aussi souligner ici que mes parents ne connaissaient pas le système judiciaire, l'importance d'un juge d'instruction, ce que c'était que de se constituer partie civile, pourquoi, qu'est-ce qu'il en résultait, et qu'on n'a rien fait pour leur faire comprendre cela. Pour ce qui est des relations avec les enquêteurs, disons que les enquêteurs se sont limités à quelques visites à notre domicile pendant les 3 premiers mois de l'enquête. L'enquête n'a duré que 3 mois à peu près. Et que suite à ça, les relations, c'est nous qui les cherchions parce que c'est nous qui nous rendions à chaque fois, maintes et maintes fois au parquet pour demander des informations. Après nous avoir fait attendre plus d'une demi-heure, parfois 1 heure, on nous répondait à chaque fois la même chose, nous n'avons rien, et vous, est-ce que vous avez quelque chose? Oui. Collègue de Crolly. Une question. Si pardon, excusez-moi, Monsieur Minguin. Maître Arnold, l'enquêteur qui a découragé la famille de faire recours à un avocat n'est pas parmi ceux qui ont déclaré au Lacenis qu'ils avaient souhaité qu'il y ait un juge d'instruction? Oui. Ça m'étonnerait, mais je n'en sais rien. Moi aussi, mais enfin... Nous vérifierons. Je me permets de souligner juste que, monsieur, je voudrais juste souligner ici que c'est cet enquêteur-là même qui nous a dit que tout avait été fait. Donc on revient sur le même personnage à chaque fois. D'accord. Collègue de Crolly. Vincent de Crolly. Oui, voilà, en fait, nous trouvions seulement... Petit instant. Oui, continuez. Nous trouvions seulement en face d'un seul interlocuteur pendant tout le temps. Quoi. Important. Merci. Collègue de Crolly. Merci, Monsieur le Président. Je sens, et je crois qu'on a tous senti, Mademoiselle Benaïssa et ses parents relativement fatigués. On a même l'impression que vous êtes un peu impressionnés. Donc moi, je vais vous dire à quel point vous nous impressionnez. Vous nous impressionnez. Et simplement, de manière très, très brève, je vais vous dire que vous devez être remercié pour l'attitude que vous avez toujours tenue jusqu'à présent. Et vous devez savoir que quelque part ici, nous sommes tous aussi dans nos petits souliers, si j'ose dire, par rapport au mandat que nous avons, à la responsabilité que nous avons. Et surtout par rapport aussi à la situation que vous vivez, qui est une situation où l'incertitude plane encore. Donc ne soyez pas trop impressionnés, sachez qu'en face de vous, vous avez un certain nombre de personnes qui, elles aussi, ont pas mal de choses à vivre pour le moment et que c'est extrêmement important.
la presse préliminaire, je voulais simplement, Monsieur le Président, poser 2 questions concrètes. D'abord, je voudrais savoir si à Madame Benaïssa, à son mari ou à Mademoiselle Benaïssa, lorsque les enquêteurs ont déconseillé le recours à un avocat, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur les raisons qui ont été avancées, sur les motivations qu'on mettait derrière cela, sur la manière dont on vous a dit cela? Qu'est-ce qu'on a mis comme information autour de cette idée que finalement, non, il ne fallait pas que vous recouriez, que vos parents recourent à un avocat? Ça, c'est une première question. Et je voudrais aussi poser sur le même problème la question à Maître Arnauds. Maître Arnauds, est-ce que ce genre d'attitude, quand même à la limite de la dissuasion pure et simple, de la part d'enquêteurs en région bruxelloise, est à votre connaissance quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de fréquent ou quelque chose d'assez généralisé? Sous cet angle, est-ce que vous pensez qu'on peut différencier et caractériser les services de police dans leur attitude? Est-ce que l'un serait plus opposé classiquement au recours à un avocat que l'autre, par exemple, selon les informations dont vous, comme avocat, vous disposez? Et est-ce que vous pouvez aussi, Maître Arnauds, ou Mademoiselle Benaïssa, ou Monsieur et Madame, est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur ces rivalités policières dont vous nous avez dit qu'elles n'avaient probablement pas nécessairement été trop graves, mais dont vous nous avez aussi évoqué l'idée, Maître Arnauds, qu'à certains moments, on les avait néanmoins sentis affleurer? Oui, Maître Arnauds ou Mademoiselle Benaïssa. Je vais commencer par la question par rapport à l'avocat. Disons qu'on ne nous a pas dit textuellement, attention, ne prenez pas un avocat. On nous a dit, cela ne servirait strictement à rien, cela serait une perte d'argent pour vous et cela ne vous avancerait pas à... Cela n'avancera à rien. Je veux dire, ça ne va pas vous permettre de retrouver votre fille. Pour ce qui est des rivalités entre polices, disons qu'on n'a pas pu constater une guerre des polices, si je puis dire, mais on nous a tout de même dit, une fois où nous étions rendus aux nouvelles au parquet, et on nous a dit, quand je dis on nous a dit, je parle de l'inspecteur chargé de l'enquête, parce que je dois vous dire que notre attitude, quand nous avions éventuellement des informations, quand je vous dis informations, c'est quand nous lisions quelque chose dans la presse ou quand nous constations de nouvelles disparitions, nous nous rendions à la police et en même temps à la gendarmerie. Ce que cet inspecteur chargé de l'enquête nous a dit, attention, quand vous avez des informations, allez plutôt à la police qu'à la gendarmerie. C'est là qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà. Collègue Bourgeois, ou est-ce que vous allez intervenir, Maître Arnauds? Oui, je crois qu'il y avait une question qui avait trait également à cela. Est-ce que ce genre d'attitude est exceptionnel ou pas? Il me serait difficile, moi personnellement, de livrer des statistiques. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que je crois que ça dépend des individus en réalité, du type de dossier, mais il arrive effectivement que les avocats ne soient pas les bienvenus dans les services de police, parce qu'évidemment, on a parfois un rôle d'emmerdeur, si j'ose ainsi m'exprimer, et que, par conséquent, ça ne m'étonne pas outre mesure que dans certains cas, on décourage le recours à un avocat. Mais je ne peux évidemment pas vous dire que ce serait une pratique généralisée, et ça c'est... À ce sujet, M. Mouillot. Non, c'est parce que M. de Crolly avait demandé, et je souhaitais avoir l'information, vous avez parlé tout à l'heure qu'il n'y avait pas de guerre entre les systèmes judiciaires dans le cadre de ce dossier bien précis. Or, vous avez quand même laissé entendre que malgré tout, on pouvait voir affleurer une espèce de guerre de police. Moi, je voudrais que vous soyez peut-être un peu plus précis, peut-être au moment du huis clos, mais je crois que c'est... Non, mais en fait, il n'y a rien de confidentiel à cela. Je voulais simplement indiquer qu'on ne pouvait expliquer ce qui s'est passé ici par une rivalité entre services d'enquête, d'où qu'ils soient. Je crois que c'est un élément important parce qu'évidemment, cela amène à une appréciation tout à fait différente, évidemment, des origines du non-avancement du dossier. Donc ici, si le dossier n'a pas avancé ou n'a pas avancé assez vite, c'est pas parce que certains détenaient des informations qui n'ont pas passé à d'autres ou vice-versa.
C'est plutôt le fait tout simplement que les personnes avaient tous les informations, en tout cas la police judiciaire les avait, la police judiciaire a effectué un certain nombre de devoirs d'enquête et pour une raison qui demeure inexplicable et qui inquiète, elle n'a pas été plus loin. Mais bon, effectivement, là c'est une rivalité qui apparaît, mais on ne peut pas dire qu'elle est une véritable conséquence, en tout cas observable dans le dossier. Collègue Bourgeois. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'une des tâches les plus importantes de notre commission est de rechercher des mesures structurelles, des mesures législatives qui seraient utiles pour éviter que certaines situations se reproduisent. Je crois qu'il y a au moins 2 éléments qui ont été évoqués par Maître Arnaud qui doivent être repris. Il dit qu'il y a un manque de contrôle réciproque. J'ai une question très concrète. Il y a... Bon, on sait ce qu'a fait le parquet. On sait qu'il y a une forme de contrôle qui existe avec toute une série de rapports qui sont faits. Et une des critiques que l'on entend souvent, c'est que c'est très formel, c'est très formaliste. Ça ne fait pas avancer l'affaire. Ce sont des vérifications, mais vérifie-t-on vraiment si tout le nécessaire a été fait? Est-ce que Maître Arnaud a relevé un manque de contrôle mutuel? Y aurait-il des suggestions à faire pour éviter de telles situations? Il faudrait qu'il y ait, au plan interne, dans les parquets, un système de contrôle qui permet de relever des lacunes importantes éventuelles. Pour déceler ces lacunes, c'est ma première question. Deuxième question. Maître Arnaud a dit qu'il faut constater que la magistrature ne peut pas travailler avec assez d'efficacité, faute de moyens. Une des choses qui m'ont frappé, c'est que les substituts se plaignent des problèmes d'accès aux bases de données de la gendarmerie et d'autres services. Alors très concrètement, Monsieur Maître Arnaud, avec ce dossier, pouvez-vous nous dire que concrètement, quels seraient des moyens supplémentaires que l'on pourrait mettre à disposition du parquet? Maître Arnaud, s'agissant du premier élément, le manque de contrôle mutuel, problème de communication entre enquêteurs, parquets, c'est vrai que très souvent c'est très formel. Le problème, c'est très souvent, c'est qu'il y a un débat qui naît sur l'utilité de mesures d'urgence. À notre avis, ce débat ne devrait pas pouvoir avoir lieu. Il pourrait être utile de définir certaines procédures pour empêcher que cette discussion doive même avoir lieu. S'il y a un suspect, s'il y a des éléments, des micro-traces, ça devrait frapper tout le monde. Il ne faudrait pas que ça déclenche une discussion, il faudrait qu'il y ait une procédure normale qui se déclenche. Dans ce dossier, le problème... achterstallige onderzoeksdaden is terechtgeraakt. Il y avait toute une série d'éléments qui n'ont peut-être pas retenu l'intention de personnes tierces, d'enquêteurs tiers. Et donc c'est là qu'on peut déplorer l'absence de contrôle mutuel. Ça peut être lié au retard judiciaire, au retard qui est pris dans certaines enquêtes, à certaines affaires qui ont pris du retard. C'est une discussion générale. Et s'il n'y a pas de critères, il est difficile pour un enquêteur ou même pour un substitut, il est difficile de dire qu'il faut suivre cette affaire.
il y a tel et tel devoir d'enquête qui doivent être exécutés. Donc, il y a un manque de critères assez précis. Disons que cela laisse peut-être trop de liberté, et cette liberté, eh bien, parfois peut-être on peut en abuser. Évidemment, je ne suis pas expert et je ne vais, en cette matière, je ne vais pas vous indiquer des mesures concrètes qui pourraient être prises, mais pourquoi pas un contrôle collégial, périodique sur les dossiers en suspens. Collégial, c'est un mot qui veut dire qu'il y aurait un contrôle automatique. La question est de savoir si c'est possible dans la pratique. Là, on retombe sur le problème du fait qu'il y a trop peu de magistrats en général. Alors, à partir du moment où on impose cet âge au parquet, si le parquet n'a pas les moyens pour faire tout cela, il est évident que dans certains cas, on ne donnera pas suite. Est-ce que vous avez fait des expériences concrètes avec le contrôle exercé par le parquet général? Le collègue Van Parijs aura une question peut-être qui va dans le même sens. Non, ce n'est pas une question. J'essaye peut-être de répondre au collègue bourgeois. Dès qu'il y a un juge d'instruction, ça va. Mais s'il n'y a pas de désignation de juge d'instruction, il ne peut pas être question de contrôle par le parquet général. Tant que la désignation du juge d'instruction n'est pas faite, dans ce cas-ci, comme il n'y avait pas de juge d'instruction, il n'y avait pas de possibilité de contrôle de la part du parquet général. C'est une raison de plus pour dire qu'il est encore plus déplorable qu'il n'y ait pas eu de juge d'instruction désigné dans cette affaire. En l'absence de juge d'instruction, pas de contrôle possible. Donc, vous avez raison, mais on n'a pas donné même au parquet la possibilité d'exercer un contrôle. Quelle doit être notre attitude en cette matière? Faut-il un contrôle sur les enquêteurs? C'est un peu la question posée par Maître Arnault, et je crois que nous devrons essayer d'y trouver une réponse en fonction des problèmes qui se posent. Mais cette situation est due à l'absence de juge d'instruction. Maître Arnold et une question à Mademoiselle Benissa. La première, vous avez dit, Maître Arnold, que l'enquête avait commencé le 5 août et s'était terminée à peu près à la mi-novembre, si je vous ai bien entendu. Et que pendant ces 3 mois, la famille n'avait jamais été pratiquement ni informée ni associée à l'enquête. Alors, si l'affaire Dutroux n'avait pas réactivé, disons, le problème, est-ce que vous avez l'impression que l'enquête aurait été tout à fait abandonnée? Alors, deuxième question, vous avez dit que vous hésitiez entre une addition d'erreurs, de négligence, de fautes, ou entre une volonté délibérée de ne pas voir aboutir la vérité. Alors, au cas de la seconde solution, à qui attribueriez-vous cette volonté délibérée de ne pas voir aboutir la vérité? Alors, à vous, mademoiselle, je voudrais vous demander, la plupart des familles se plaignent, semble-t-il, à juste titre, et même tout à fait légitimement, du manque de considération d'humanité des forces de l'ordre, de tous les acteurs en présence vis-à-vis des familles des victimes. Est-ce qu'en ce qui vous concerne, sur le plan humain, vous avez eu la même perception des choses? Est-ce que vous avez été pas considéré? Voilà, je voudrais avoir votre avis, disons, sur l'ensemble de ce problème. Merci. Ja, collega De Waal. Tweede vraag van mevrouw Herzeg Aansluitend. heeft eigenlijk dezelfde strekking als mijn vraag. Ik heb meester Arnault ook duidelijk horen zeggen dat er vele fouten zijn gemaakt, onaanvaardbare fouten in dit dossier. En ik heb hem ook horen zeggen dat hij dus niet gelooft dat dit een toevallige samenloop is van een aantal betreurenswaardige omstandigheden. Dus dit is eigenlijk omgekeerd zeggen van er is in dit dossier bescherming verleend aan sommigen, of er is bewust obstructie. Ik heb hem ook het woord obstructie in de mond horen nemen. Je ne sais pas, mais si c'est là le soupçon que vous avez, j'aimerais bien vous l'entendre dire. Et j'aimerais voir s'il y a des éléments également qui vous poussent à dire cela. Je hebt het woord, minister. Je commencerai par répondre en français aux premières questions. Donc, effectivement, il faut quand même dire, effectivement, la famille a été informée, je crois, 1 ou 2 fois, effectivement, de ce qui était fait.
et surtout de ce qui n'était pas fait. Mais je peux vous confirmer que mon sentiment est effectivement que si l'affaire Dutroux n'avait pas éclaté, jamais le dossier Benahissa ne serait remonté à la surface. Ça, c'est tout à fait clair. C'est un dossier virtuellement enterré. Alors effectivement, donc pendant 3 mois, il y a eu, je dirais, un travail d'enquête qui a été effectué après quelques actes épars et isolés. Mais disons qu'il est clair que les enquêteurs ne cherchaient plus, et cela se manifestait clairement dans le rapport avec mes clients. Et je dois dire que je repense à une expression utilisée par ceux-ci qui disait « J'ai l'impression que notre fille, ma sœur, a disparu depuis 1 mois ». Et c'est ce qu'ils ont dit 1 mois après la disparition, l'éclatement de l'affaire Dutroux, c'est-à-dire 1 mois après que l'on ait commencé à s'intéresser à leur dossier. De tweede vraag nu. Het is dus wel zo dat ik kan zelf natuurlijk geen personen aanwijzen. À titre personnel, je ne veux accuser personne. Je ne peux pas dire qu'il y ait des indices. On interrompt l'avocat. Mais ça, je n'en sais rien. Je vous dis sincèrement, moi, j'ai eu entre les mains un dossier. Ce dossier, j'en déduis certaines choses que je ne m'explique pas. Le nombre de ces choses inexpliquées me fondent à envisager toutes les possibilités. Dus ik zeg niet... Je ne dis donc pas qu'il y a eu très certainement un blocage exercé par telle ou telle personne, pas du tout. Mais à mon avis, en tenant compte de tous les éléments présents dans ce dossier, c'est au moins l'une des possibilités qui doit être prise très au sérieux. C'est lié au fait que l'un des principaux protagonistes, Nioul, dans le dossier Dutroux, jouit apparemment de nombreux contacts à Bruxelles. On le sait. Il était expert immobilier pour la Chambre de commerce de Bruxelles. Je crois que c'est ce qui a été publié. Alors, ce n'étaient pas les seuls contacts dont il jouissait à Bruxelles. On peut donc se demander si, en tenant compte de tous ces éléments, on ne peut pas vous poser la question à vous, parce que vous êtes des juges maintenant, s'il n'y a pas eu de protection. C'est vous qui avez toutes les possibilités de vous prononcer. C'est vous qui allez tirer tout cela au clair maintenant. Vous en êtes chargé. Monsieur De Waal, mais sans micro pour le moment. Sur la base des faits qui nous seront présentés, nous essaierons de juger. Mais nous ne pouvons pas nous fonder sur des rumeurs. Bien sûr, ces critiques sont terribles pour notre système judiciaire. Il y a eu des fautes évidentes, des fautes criantes, il y a eu des omissions volontaires même. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de lire des rumeurs dans le journal. Il faut fournir des preuves. Lorsque l'on parle de protection, on a beaucoup parlé des protections dont jouissait M. Nioul, qui connaissait beaucoup de monde. Puis maintenant, je vois qu'il est revenu sur ses déclarations, puisque c'est lui qui avait parlé de protection au départ. Donc tout ça, en fait, ce sont des rumeurs jusqu'à présent. Vous avez joué un rôle clé dans l'un des dossiers et j'aimerais beaucoup que vous nous fournissiez des éléments concrets, si c'était possible, même à huis clos, si vous préférez. Si vous préférez ne pas jeter des noms à pâture en public. Mais toute la nation, là, maintenant, baigne dans une ambiance de soupçon. Il faut absolument que la lumière se fasse. Il faut absolument que un véritable audit extérieur soit fait de la justice dans ce pays. À ce sujet, Monsieur Moreau, Parti socialiste. Dans votre exposé, vous nous avez dit que
le suspect était un ex-informateur de police, mais qu'il était resté, semble-t-il, jusqu'à tout récemment, informateur d'un enquêteur. Est-ce que ce qui est évoqué maintenant est en relation dans votre esprit avec ce statut du suspect? Est-ce que, par exemple, l'enquêteur avec lequel ce suspect était, dont il était l'informateur, est-ce qu'il a interféré dans le dossier, par exemple? Est-ce que vous pouvez peut-être préférer répondre en micro, hein? Non, mais je crois que c'est un élément qui est apparu dans la presse en réalité le 14 février de cette année, dans la dernière heure. Donc, effectivement, bon, pour répondre à cette question, om op uw vraag te antwoorden. Pour répondre à votre question, je ne crois pas que ce soit ma tâche. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont à ma disposition et je pose les questions. Et j'assortis les questions des points d'interrogation qui s'imposent. Je dis que c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure, qu'on ne peut pas perdre de vue et qu'on a certaines craintes. Ce que je souligne chaque fois, c'est que il faut le dévoiler, mais il faut surtout une enquête. Mettez-vous à ma place. Je suis avocat. Je dois discuter avec des gens, au parquet notamment, et tant que ces éléments peu clairs ne sont pas réglés, il m'est très difficile pour moi de comprendre en tant qu'avocat. Donc, nous ne disons pas qu'il y a eu un blocage et nous ne disons pas que nous savons qui a bloqué. Nous ne savons pas s'il y a eu blocage, nous ne savons pas qui l'aurait fait. Nous disons simplement, attention, il y a un certain nombre d'éléments qui nous amènent à penser que cette éventualité est non seulement possible, mais très possible. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ici, pour le dire très clairement. Nous avons la possibilité de le dire publiquement. Nous disons, attention, la possibilité existe, elle n'est pas prouvée. La tâche de votre commission est de dire cette possibilité existe, cela s'est-il passé, et si oui, où? Nous sommes convaincus que votre commission a la volonté de faire la vérité. C'est important pour la population, nous le disons aussi, il serait très dangereux et très injuste de mettre tous les magistrats dans le même sac. Nous le disons très clairement. La seule chose que nous demandons, mais à mon avis, c'est essentiel pour recréer la confiance dans la justice, pas seulement pour mes clients, mais aussi pour moi en tant qu'avocat. Il est important de savoir que des sanctions suivent si des sanctions sont nécessaires. Et je dis bien si des sanctions sont nécessaires. Je crois que la prudence que vous avez affichée n'est certainement pas superflue. Dans le courant de la semaine prochaine, ce sera probablement mercredi, parce que je veux être sûr que tout le monde puisse être là. Vous pourrez revenir mercredi et il est clair que vous aurez toute possibilité d'inciter la Commission à prendre des démarches, à faire des démarches supplémentaires. Il est évident que nous avons besoin des noms auxquels vous avez fait allusion pour pouvoir aller plus loin. Il faut que les choses soient claires. Je ne dispose pas d'éléments concret, nous avons des indices. Comme vous venez de le dire, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont exécuté des devoirs d'enquête et seules ces personnes pourront vous dire s'il y a plus qu'une négligence ordinaire. Mais moi, je ne donne pas la réponse. Ce que je dis clairement, c'est que je ne pose que des questions. Nous n'avons pas les réponses et nous ne disons pas à la population qu'il y a eu un blocage. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous posons la question. Cela s'est-il passé? C'est tout.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez la répéter? Je vais peut-être embrayer comme ça, si Madame Herzé le permet, parce qu'elle va dans le même sens. Madame Herzé, si je me souviens bien, elle me corrigera si je me trompe, à parler des relations humaines. Voilà, oui. Mais je vais rajouter, donc c'est dans le même sens, et peut-être alors plus précisément, est-ce que au tout début, donc quand vous avez été à la police d'Ixelles, et peut-être dans les jours qui ont suivi, parce que est-ce que vous avez encore eu des contacts alors avec la police communale d'Ixelles, le commissariat? Est-ce que vous avez été mis en contact, est-ce qu'il en existe un, service d'accueil des victimes? Ça existe dans certains commissariats, ça n'existe pas partout. Je ne sais pas s'il en existe un, ou à l'époque au commissariat d'Ixelles, qui aurait pu d'ailleurs vous aider, vous accueillir et vous faire l'intermédiaire, l'interface, comme on dit, entre les enquêteurs et vous-même. Est-ce que dans le même esprit, au niveau du parquet de Bruxelles, est-ce que vous avez été mis en contact avec le service d'aide aux victimes de mémoire? Je ne sais pas si en 92 il existait déjà, il existe aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre qu'il existait à l'époque. Donc est-ce que vous avez eu des intermédiaires entre la justice et la police qui pouvaient vous aider à mieux comprendre le système, à voir ce qui était de votre point de vue efficace pour vous défendre et pour avoir les garanties que l'enquête était menée? Ça, c'est le premier élément. Ça rejoint, je pense, la question de Madame Herzé. Ma deuxième question, parce que il me semble que chaque fois, enfin dans les différents témoignages que nous avons recueillis jusqu'ici, ce sont les parents qui chaque fois ont dû prendre l'initiative pour avoir des renseignements. Je voudrais savoir si, dans votre cas, c'est la même chose. Est-ce que spontanément on est venu vous tenir au courant des déroulements de l'enquête, ou est-ce que c'est vous qui chaque fois avez dû prendre votre téléphone ou vous déplacer pour savoir mais où est-ce qu'on en est? On ne sait rien, on est dans l'incertitude par rapport à une disparition aussi dramatique qu'une petite fille. Il me semble que là, il y a quand même un contact avec les familles qui devrait être mené d'une autre manière, si c'est le cas. Et troisième question, mais ça s'adresserait plutôt à Maître Arnaud, vous avez parlé d'une piste qui était des suspects pour fait de mœurs ou des condamnés, ça je n'ai pas bien compris, pour fait de mœurs, mais dans le voisinage immédiat. Est-ce qu'il y aurait eu, donc dans la rue si j'ai bien compris, il n'y aurait-il eu aucune enquête menée de manière plus large, que ce soit dans l'arrondissement de Bruxelles ou ailleurs? Est-ce que cette piste-là vous semble avoir été investiguée? Oui, mademoiselle Benaïssa. Sur la question de l'accueil des victimes, du service d'aide aux victimes, je crois pouvoir dire, selon mes renseignements, qu'il n'en existait pas un en 92, qu'il a été créé il y a 2 ans. Je ne sais pas s'il en existait un ou non à la police communale d'Ixelles, mais en tout cas, on n'a eu aucun contact avec eux, on ne les a pas vus. Sur la question des renseignements, je peux vous dire que, disons, pendant les 2 premiers mois de l'enquête, nous avons reçu à plusieurs fois les enquêteurs. Mais après cela, nous devions chaque fois aller nous-mêmes nous déplacer au parquet. Nous souhaitions être reçus, nous attendre. C'est nous qui cherchions après les informations, c'est nous qui demandions où en était l'enquête. Et on ne venait pas nous informer. Sur la question de madame, sur la façon dont on a été traité au point de vue humain, je ne peux que rejoindre les autres parents en disant qu'on a été traité d'une façon... j'ai peur d'aller trop fort en disant inhumaine, mais en tout cas, on n'a pas ressenti... on ne s'est pas senti entouré, on ne s'est pas senti à l'aise, ou je ne peux que les rejoindre dans ce sens. Oui, Maître Arnaud. En ce qui concerne les enquêtes à propos des personnes ayant fait l'objet de condamnation pour fait de mœurs, apparemment, effectivement, on s'est limité à l'environnement immédiat et géographique, mais là, je souhaite quand même aussi souligner le fait qu'évidemment, on est en 92 à l'époque, et que effectivement, le concept de réseau pédophile qui est abondamment développé maintenant et dont on a reconnu tout récemment le principe de l'existence,
n'était pas connu à l'époque, n'était pas reconnu par les autorités. Attention, je dis ça à décharge en quelque sorte des enquêteurs. Moi, j'estime évidemment que ce serait nécessaire d'effectuer ce genre de choses. Et effectivement, la limitation à une zone géographique restreinte, même logiquement, ne se justifie pas véritablement, puisqu'il serait quand même curieux qu'une personne enlève nécessairement dans son environnement immédiat, justement. Donc, votre question est tout à fait justifiée, mais je ne voudrais pas non plus donner l'impression que les enquêteurs auraient dû réagir comme on réagit maintenant par rapport à ce problème. Mais bon, il est un fait, c'est que... mais là, je crois que le même problème s'est posé dans le cadre des autres enquêtes. Dans le cas de disparition d'enfants, est-ce qu'il ne faut pas d'office avoir accès à un genre de banque de données, que sais-je, qui permettent d'aller voir chez toutes les personnes qui sont évidemment susceptibles d'avoir commis ces actes? Et je crois que si ce système avait existé, donc si la conscience officielle, je dis bien officielle, avait existé à l'époque, eh bien sans doute que, j'espère, mais je ne peux pas le dire, puisque je ne connais pas le résultat, on ne connaît pas l'auteur actuellement véritablement de l'enlèvement. Ça doit encore apparaître, et si ça apparaît un jour, mais à ce moment-là, on aurait peut-être effectivement pu le coincer, ça c'est évident. S'il apparaissait et s'il avait des antécédents, mais il ne faut pas oublier que bon, ils font des condamnations pour être repris dans ce type de banque de données. Le collègue Moriot. Monsieur le Président, une première réflexion, c'est que c'est vrai que nous aurons de nombreuses questions auxquelles nous devrons répondre, notamment un éventuel contrôle dont on parlait tout à l'heure, mais je crois que mes collègues partageront certainement mon sentiment, que je crois qu'une des premières choses à laquelle on va devoir répondre, c'est qu'il y a une nécessité urgente d'humanité, comme on disait, dans tout le système, parce que, avouons-le, nous sommes dans l'invraisemblable, dans l'inacceptable, comme disait le collègue Van den Bosch, et je dirais même que c'est honteux. Donc, je pense que vraiment, là, il y a un problème. Je constate d'ailleurs qu'on fait parfois preuve de plus de rigueur juridique dans d'autres cas que dans un cas comme celui qui vient de nous être présenté. Alors, deux questions, peut-être à mettre à doute, qui me paraissent quand même importantes. C'est d'abord, quels sont les faits précis qui ont permis la connexité avec l'affaire Dutroux, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on a entendu depuis hier, ça semble quand même assez différent. Donc, peut-être faudra-t-il attendre le huis clos, mais enfin, si vous pouviez essayer de nous expliquer pourquoi le dossier a été établi comme connexe. Et deuxièmement, avez-vous eu des informations sur les cassettes, puisqu'il paraît que les parents auraient été, les cassettes vidéo qui ont été saisies, puisqu'il paraît que les parents auraient eu une certaine information, ou du moins certains parents. En ce qui concerne les faits précis, eh bien, il s'agissait tout simplement d'un article paru dans Le Soir qui faisait état donc de l'audition d'un témoin qui dit avoir assisté à l'enlèvement, selon ce témoin, effectué par Nioul et Le Lièvre. Donc ces deux personnes auraient été reconnues sur photo, et c'est l'information que répercutait Le Soir, suite à quoi nous avons évidemment vérifié l'effectivité de cette information, et dans la mesure où il apparaissait effectivement que procès-verbal avait été dressé de cette audition, nous nous sommes constitués partie civile à Neuchâteau sur cette base. Oui, en ce qui concerne les cassettes vidéo, je dois dire que pour ce qui nous concerne, la seule information que nous avons, c'est que rien n'apparaît sur ces cassettes, en tout cas rien nous concernant. Et pour le reste, je suis aussi informé que vous via la presse, c'est-à-dire qu'apparemment un petit nombre de cassettes, je dirais, serait d'un caractère pédophilique. Cela étant, j'ai quand même eu l'attention attirée par le fait que apparemment ce seraient des échanges de cassettes qui s'effectueraient dans ce type de réseau, c'est-à-dire que les cassettes tournées dans un pays déterminé ne seraient évidemment jamais, je dirais, circulées dans le même pays. Et donc, je suppose qu'il y a des devoirs à effectuer sur ce plan-là, mais ça c'est à l'étranger. Mais là, je suis vraiment au niveau des conjectures et je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas d'informations. Oui, sur ce sujet. Monsieur le Président, et dans cette perspective, est-ce qu'il y a eu des contacts avec Interpol, c'est-à-dire transmission de photos, etc., comme on a pu le voir apparaître dans d'autres dossiers? Non, pas à ma connaissance. Et pas en tout cas en 1992, ça c'est clair. Mais maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de développements récents.
Collega Landuit. Ik zou nog even willen terugkeren naar het punt waar het oorspronkelijk verhaal van Benaïssa even stokte. Waar dat zo vroeg aan ons om vragen te stellen. En zij vertelde ons, en de vraag heeft te maken ook met de vergelijking met de andere dossiers. En de andere dossiers die te sprake kwamen, maar dan ging het over bijna meerderjarigen. Des dossiers également avec des enfants déjà majeurs. Et apparemment, surtout pour les enfants majeurs, la police ne prenait pas les choses au sérieux au départ. C'est ce qu'on nous a dit, ce que d'autres parents nous ont dit. Mademoiselle Benaïssa nous a dit que lorsqu'elle est allée pour sa première déclaration à la police, elle a dû attendre une demi-heure, elle a dû faire la file. Et est-ce qu'à ce moment-là, on a reconnu immédiatement que sa sœur avait disparu à midi en pleine rue? Est-ce qu'on a pris sa déclaration au sérieux dès le départ? Est-ce qu'on s'est rendu compte immédiatement qu'il s'agissait d'une disparition inquiétante? Est-ce qu'elle était reconnue comme telle? Blijkbaar werd het inderdaad wel au sérieux genomen. Oui, elle a été prise au sérieux. Blijkt dat de gemeentepolitie van Elsene onmiddellijk een telex heeft gestuurd. La police communale d'Ixelles a envoyé une patrouille, a envoyé également des instructions signalant la disparition. Il y a eu un problème de communication car au départ, onduidelijkheid heeft geschept, namelijk er was een andere equipe die de volgende morgen van dienst was, de gemeentepolitie van Elsene, en die wisten van niets natuurlijk. En wanneer dat de vader dan meneer Benaïssa is gaan navragen, dan waren die niet op de hoogte van het feit dat hij communication, la deuxième équipe n'était pas au courant de la déclaration faite par la famille Benaïssa, mais enfin, cette déclaration a été prise au sérieux et a été transmise aux patrouilles. Mais ces informations ont été distribuées seulement au niveau du district, pas au niveau national. Ce n'est que le lendemain, c'est-à-dire le 6 août, que la gendarmerie a été impliquée et a corrigé la situation. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème au premier stade et qu'il y avait un problème de signalement. Tout ça a été corrigé le lendemain. Et la situation, en tout cas, n'est pas aussi déplorable que dans d'autres dossiers. On a réagi immédiatement, on a pris des mesures tout de suite. Donc, au niveau global, le système a assez bien fonctionné. Collega Landuit, ja. Eh bien, c'est un éclaircissement intéressant parce que moi j'avais lu des choses un peu différentes dans des interviews. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'avait dit la famille au départ. Les interlocuteurs de mes clients ne savaient pas très bien quelle était la procédure à suivre apparemment. C'était ça le problème au départ. Ils ont dû vérifier ce qu'il fallait faire en cas de disparition d'enfants pour procéder à un signalement national. Il y a toute une procédure à suivre. Il faut obtenir un numéro de dossier. Grâce à ce numéro, on peut avoir accès immédiatement à la banque de données de la gendarmerie. Et sinon, ça prend 1 à 2 semaines. Zijn zij ook een beetje, laten we zeggen, in de onduidelijkheid gebracht. Là aussi, la famille ne voyait pas très clair au départ. Ja, een beetje moeten nagaan om na te trekken wat er precies gebeurd is. Dat was niet Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé au tout début. Mais la police d'Ixelles savait comment réagir quand même. Ils étaient capables de procéder à un signalement national. Daar kan ik me niet over uitspreken, want ik weet niet. Laat ons zeggen welke graad van belangrijkheid zij op de dag zelf van de verdwijning d'agir immédiatement le premier jour de la disparition. Je ne sais pas s'ils ont pris réellement cette disparition au sérieux le premier jour. Ils ont envoyé un telex immédiatement. Gezegd worden dat men meent dat men 48 uur moet wachten alvorens. On peut dire qu'en général, il faut attendre 48 heures avant d'avoir un signalement national. Dans les autres enquêtes, on a pu démontrer qu'il est important de signaler ce genre de disparition immédiatement au niveau national. Les premières heures après la disparition sont cruciales. Donc je ne veux pas relire l'histoire,
Mais sur la base des éléments les plus récents, je constate quand même que à l'époque, ils ont suivi la procédure en vigueur, ils ont corrigé les erreurs assez rapidement, et on peut accepter les petites erreurs du départ, mais il convient de se demander, je crois que ce sont les autres parties civiles qui ont surtout posé ce genre de questions, s'il ne faudrait pas réagir immédiatement et automatiquement au niveau national, pour procéder au signalement national. Surtout dans le cas de la disparition d'un mineur. Il est important de savoir immédiatement à Gand qu'on a vu une voiture à Bruxelles au moment de la disparition d'une petite fille. Donc, la réponse à votre question doit être très nuancée. Mais il faudra qu'on voit ce qu'ils ont fait au début, les premiers jours. Il faudra en tirer des conclusions. Comment peut-on évaluer ce genre de déclaration? Comment prendre des mesures immédiates? Oui, moi, je ne peux pas me prononcer. En tout cas, ce sera l'une des choses que nous devrons analyser le plus tôt possible, voir s'il y a des directives précises, des instructions à suivre, s'il faut changer ces instructions, car j'ai vraiment le sentiment qu'en cas de disparition, et surtout en disparition de très jeunes enfants, puisqu'ici, Lubna a 29 ans, il n'y a apparemment pas un manuel d'instruction à suivre. Encore un petit élément, si vous me le permettez, pour ce qui est de la sur le plan de la publication, je continue en français, c'est M. Benaïssa, en fait, qui a publié dès le 7 août un portrait, donc une photo de Lubna dans le journal Le Soir, de sa propre initiative, évidemment, en ayant informé les enquêteurs de cette initiative. Il semblerait d'ailleurs que cela ait porté quelques fruits, mais je dirais que la première diffusion officielle, semble-t-il, c'est-à-dire effectuée par le commissariat général de la police judiciaire, a lieu le 12 août, c'est-à-dire 6 jours donc après l'enlèvement. Ceci donc pour que vous soyez au courant de la procédure concrète qui a été suivie à cet égard. Wens nog een collega een vraag te stellen? Madame de Tsirklaas. Oui, il y a un élément où j'aurais voulu une précision. Vous avez toujours eu contact, me semble-t-il, donc au départ avec la police communale et puis la police judiciaire. Et vous avez dit aussi qu'à un moment donné, vous avez donné des informations, soit à la police judiciaire, soit à la gendarmerie. J'aurais voulu savoir si vous savez si la gendarmerie a eu un rôle dans cette enquête, et si oui, lequel? Et quel type de coordination éventuelle ou de non-coordination aurait-il eu entre les deux services? Aansluitend daarbij, collega Van Deurzen. Uit andere verklaringen hebben we ook al begrepen dat er soms wat vraag is naar de leiding van zo'n operatie. Vous écoutant qu'on peut se poser des questions sur la direction d'une opération de ce genre. Y a-t-il une vision? Y a-t-il une direction? Y a-t-il un pilotage? Vous avez eu des contacts avec un certain nombre de services. Avez-vous eu l'impression qu'il y avait une stratégie et que quelqu'un encadrait ces opérations? Ou bien avez-vous affaire à un certain nombre de policiers qui organisaient un certain nombre de choses? Vous dites dans votre analyse, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites, mais dans quelle mesure était-ce coordonné? Est-ce qu'il y avait une direction dans cette enquête? S'agissant de la coordination entre les différents services. Mais disons qu'effectivement, d'après ce que je peux voir, d'après ce que mes clients m'ont expliqué, ils ont été sonnés à toutes les portes, y compris d'ailleurs certaines émissions de télévision françaises, pour faire en sorte que la disparition soit portée à la connaissance du public, soit portée à la connaissance des autorités, de la police, afin qu'eux-mêmes puissent organiser une diffusion, par exemple, d'un avis. Bon, mais c'est vrai que le rôle de la gendarmerie, bon, en l'occurrence, c'est eux, donc, le lendemain, ont fait en sorte qu'il y ait immédiatement une diffusion nationale, sur leurs terminaux en tout cas, de la disparition. Voilà quel a été le rôle concret. Mais par ailleurs, bon, la PJ a embrayé là-dessus par la suite. Donc je dirais qu'apparemment, ils travaillent plus ou moins en parallèle, tout en s'influençant, puisque manifestement, il y a des contacts qui ont eu lieu, puisqu'ils se sont mutuellement informés
de la disparition et, je dirais, des initiatives ont été prises assez rapidement à cet égard. Pardon? L'échange était plutôt positif dans ce cas-ci. Ah oui, oui, oui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que M. Benaïssa s'est rendu à la gendarmerie parce que, suite à un changement d'équipe, il n'était pas au courant à la commune d'Ixelles que la disparition avait été signalée. Se rendant à la gendarmerie constate que ce n'est pas sur leur terminal national, téléphone à la police d'Ixelles pour savoir ce qu'il en est, à confirmation de l'envoi d'un téléx au commissariat général de la police judiciaire pour un signalement au niveau district. La gendarmerie s'est dit, niveau district, c'est pas suffisant, on diffuse immédiatement dès le 6 août, donc au niveau national. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc 4 jours après, en fait. Ah, ces éléments-là, non, c'est le lendemain, pour ainsi dire. C'est ça, donc, effectivement, sur le plan de la diffusion interne, en tout cas, au service de recherche, ça a été fait rapidement. Collègue, alors après la diffusion, je dirais dans le public, bon, ben ça c'est une question à discuter. Collègue Moureau. Je voulais dire, donc, c'est bien parce que le père s'est rendu à la gendarmerie que la gendarmerie fait cette diffusion. Ce n'est pas à la suite de la déposition à la police. C'est effectivement un élément important. Bon, on ne peut pas préjuger non plus parce que le problème c'est que ça s'est passé tellement vite qu'on ne peut pas déduire. J'essaye de voir clair dans les faits. C'est le constat. Ah oui, donc on ne peut pas déduire que du fait que ce soit la gendarmerie qui ait pris l'initiative que la PJ n'aurait pas prise. Ce serait abusif, me semble-t-il, mais c'est vrai que c'est suite au fait qu'ils ont frappé à toutes les portes que... Oui, je signale d'ailleurs, à propos, que des initiatives personnelles ont été prises à l'époque par M. Benaïssa, puisqu'il a notamment offert 500 000 francs pour tous les renseignements qu'il pouvait obtenir, qu'il aurait pu obtenir par rapport à la disparition. Donc, lui-même a dû prendre en quelque sorte des initiatives à cet égard, et il les a prises. Mais elles n'ont rien donné, malheureusement, de direct, en tout cas. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un qui demande la parole? Vraagt nog iemand het woord? Si ce n'est pas le cas, Madame et Monsieur Benaïssa, Mademoiselle Benaïssa et Maître Arnaud, je crois pouvoir dire que votre audition a été très précieuse pour la Commission, mais comme l'a exprimé dans un certain sens Monsieur de Crolly, à la fois cette audition nous a troublé un peu envers la manière dont on instruit un dossier de disparition d'une petite fille, 9 ans, et nous sommes également touchés, je le crois tous, sur le plan humain, après avoir eu un aperçu comment tout s'est passé. Je crois qu'il sera nécessaire qu'on se reverra au courant de la semaine prochaine à huis clos pour obtenir un peu plus d'informations, mais personnalisées en ce sens que, grâce au nom des personnes que vous allez nous désigner, il sera possible, je l'espère en tout cas pour la Commission, de déterminer ce qui s'est passé exactement, parce qu'il me semble que la transparence qui est nécessaire dans tous les dossiers est particulièrement nécessaire dans ce dossier-ci. Je vous remercie en tout cas pour votre coopération, votre venue aujourd'hui et le fait que vous étiez présent pour cette audition. Merci.